Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, cap sur la COP 21. L'Europe unie pour la protection de l'environnement à Paris. L'Union propose de réduire ses gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 et de 50% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 1990. Des niveaux qui manquent d'ambition selon les écologistes européens. En seconde partie, notre reportage sur les lobbies de l'automobile au sein même du Parlement européen. François Goulin est parti enquêter. Volkswagen, Mercedes, Renault, PSA. Vous allez le voir, assez stupéfiant, l'influence de l'industrie automobile est directe dans la fabrication même des textes de loi. Enfin, l'actualité, c'est aussi la Turquie qui revient en grâce. Bruxelles déroule le tapis rouge à Ahmet Davutoglu. C'est le Premier ministre turc. Il boit du petit lait. La Turquie obtient une relance du processus d'adhésion à l'Union. En échange, Ankara s'engage à retenir les migrants sur son territoire. On critique beaucoup l'Europe ces derniers temps, mais l'Europe est quand même aux avant-postes en matière de protection de l'environnement. Sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, on est en avance en Europe. L'objectif, c'était moins 20% de gaz d'ici à 2020. Aujourd'hui, en 2015, on en est déjà à moins 23%. Pour la COP 21, c'est un tandem qui parle au nom de l'Union avec des objectifs bien précis. Regardez. Un homme et une femme à la COP 21. L'Europe s'affiche en tandem pour défendre la protection de l'environnement. C'est la ministre luxembourgeoise de l'Environnement, Carole Dieschbourg, qui porte la voix de l'Union aux côtés du commissaire européen au climat, l'Espagnol Miguel Cañete. Leur mission, négocier au nom des 28 ministres une feuille de route qui prévoit des mesures contraignantes. Les belles promesses ne suffisent plus. Il nous faut un accord contraignant, solide, durable. L'Europe unie pour sauver la planète, pas si vite. Les 28 ont eu bien du mal à se mettre d'accord entre eux. Pas facile de satisfaire les intérêts de tout le monde. La Pologne et la Slovaquie qui défendent becs et ongles leurs mines de charbon. Le Royaume-Uni qui se targue d'avoir fait le plus d'efforts en matière de réduction de la pollution. Au final, l'Union européenne arrive donc avec une position unie. Elle propose de réduire ses gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 et de 50% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 1990. Et voilà donc l'Europe droite dans ses bottes qui bataille pour des mesures contraignantes au risque de froisser le partenaire américain. Alors nous ont rejoint sur ce plateau deux invités. Claude Turmes, vous êtes eurodéputé, écologiste du Luxembourg. Votre domaine de prédilection, c'est le réchauffement climatique. Et vous avez aussi un dada, c'est les énergies renouvelables. Face à vous, Jean Quatremer, qu'on ne présente plus. Si, je vais le faire quand même. Vous êtes le correspondant de Libération à Bruxelles, dans la capitale européenne. Vous êtes l'auteur aussi d'un blog Coulisses de Bruxelles, une mine d'informations pour ceux qui s'intéressent à l'Europe. Donc on vient de voir le sujet, on a entendu Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission, qui dit que cet accord sur le climat doit être contraignant. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, sachant qu'il n'y a pas de gendarmes pour vérifier ou sanctionner au cas où les promesses ne sont pas respectées? Claude Turmes. Mais le problème, c'est que les États-Unis et la Chine n'acceptent personne au-dessus d'eux. Donc, ils n'acceptent pas de gendarmes qui soient des Nations Unies ou autres. Et donc, ça, c'était encore à Copenhague il y a 5 ans. On a essayé d'imposer un gendarme mondial pour vérifier. On sait que politiquement, ça ne va pas fonctionner face aux États-Unis et à la Chine. Et donc, aujourd'hui, on se rabat sur un système qui doit être le plus contraignant possible pour que chaque 5 ans, les États du monde doivent présenter des plans comment arriver à rester dans un changement climatique qui n'est pas désastreux. La deuxième chose qu'il faudra vérifier, c'est les flux financiers promis aux pays en voie de développement, au moins 100 milliards. Et la troisième chose qu'il faudra gagner, c'est qu'il faudra mettre au banc tous les banquiers qui continuent à financer le charbon, le pétrole, le gaz. Et donc ça, c'est les 3
chose qu'on doit arriver de faire le plus contraignant. À poser la contrainte, ça va être possible? Mais, la contrainte, c'est un mot. Parce qu'on sait bien que de toute façon, même si on a une autorité mondiale et si un pays comme la Chine ou les États-Unis ne respectent pas leur engagement, de toute façon, vous n'allez pas envoyer des divisions blindées pour les obliger à respecter l'accord. Donc c'est vraiment des mots. Il faut plutôt une prise de conscience et que chacun s'engage véritablement à respecter l'accord. Il faut quand même se rappeler, encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait des débats à n'en plus finir pour savoir s'il y avait un changement climatique ou pas, un réchauffement climatique ou pas. Aujourd'hui, regardez, vous avez encore un célèbre présentateur de télévision en France qui a osé faire un livre qui contestait le réchauffement climatique, la réalité du changement climatique, etc. Il s'est fait virer de sa chaîne de télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Donc il y a une prise de conscience. Travaille maintenant pour Russia Today, c'est peut-être révélateur. C'est tout à fait vous avez tout à fait raison. Ça montre aussi la conception des débats climato-sceptiques de la Russie. Donc non, vraiment, je pense que la contrainte, ça ne veut rien dire. Dans le cas, nous ne sommes pas une fédération mondiale. Mais deuxièmement, moi, je suis plutôt ravi de voir la prise de conscience. Donc, et il n'y a pas seulement prise de conscience qui est massive, surtout dans les villes. Hein. Donc à Paris, il y aura une réunion où il y aura des milliers de maires de grandes villes du monde entier. Et donc, c'est les villes qui vont définir les pistes cyclables, qui vont définir le transport public, qui vont préparer l'avènement de la voiture électrique, qui vont être exemplaires sur les bâtiments et qui sont proches des citoyens. Donc les villes bougent. Et l'autre chose qui a bougé, c'est les technologies et les coûts des technologies. Donc l'énergie solaire, aujourd'hui, elle est beaucoup, beaucoup moins chère. Donc il n'y a plus qu'il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas investir massivement dans le solaire, pas seulement en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique, dans les villages reculés. L'éolien est une technologie qui est mature. On sait construire des voitures qui consomment très peu. On sait construire des maisons qui sont positives en énergie. Donc, les technologies sont là. Les citoyens sont motivés. Maintenant, il faut encore un accord politique. Et surtout, il faut beaucoup plus de pression sur le monde financier. Notre problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de pétrole, il y a beaucoup trop de charbon. Il faut le laisser sous terre. Et il faut arrêter les banquiers qui continuent à financer le charbon et le pétrole. Mais c'est intéressant ce que vous dites à propos des villes, parce que nous sommes dans la capitale européenne ici. Bruxelles, capitale européenne. C'est une des villes les plus embouteillées, les plus polluées du monde occidental. Qu'est-ce que font les autorités belges pour changer le mode de circulation à Bruxelles? Pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il y a bien une ville qui devrait montrer l'exemple, et l'Europe s'intéressait à cette ville, eh bien, c'est Bruxelles. Bruxelles n'est pas un exemple. Tous les matins, vous avez des files à n'en plus finir. Vous avez 500 000, 400 000 navetteurs qui viennent dans Bruxelles. Donc oui, les villes montrent l'exemple. Une ville comme Paris montre l'exemple. Des villes comme Berlin montrent l'exemple. Mais toutes les villes ne sont pas exemplaires. Et la ville sans doute la moins exemplaire, curieusement, c'est la capitale de l'Europe. Le réchauffement climatique, les spécialistes parlent d'une augmentation du niveau de la mer de plus de 80 cm d'ici à 2100. C'est l'Europe qui est concernée? C'est l'Europe, et vous verrez peut-être qu'on aura, nous en Europe, les premiers réfugiés climatiques, parce que si le niveau de la mer monte, si on n'a pas pris des mesures d'ici là... Européens, les réfugiés, Européens, pas syriens. Vous aurez des Néerlandais. Alors les Néerlandais ont des digues, mais qui sont largement insuffisantes, parce qu'il y a le problème des rivières qui n'a pas été réglé. Donc il y a toute la côte flamande, une partie de la Flandre risque d'être envahie par les eaux, et vous aurez des premiers mouvements de population chez nous. C'est-à-dire que l'urgence climatique... Il est plausible ce scénario catastrophe ou c'est pas un peu ça fait partie, enfin Claude le sait mieux que moi, ça fait partie des scénarios qui sont envisagés. Vous pourrez très bien avoir 10 millions de réfugiés climatiques. Imaginez ce que ça va donner. 10 millions de réfugiés climatiques qui se battent à travers l'Europe avec des ressources en eau potable qui poseront problème. Mais là, on est tout près du précipice. On va parler du poids des lobbies et surtout celui de l'industrie automobile, un frein dans la lutte contre la pollution. Notre reporter François Goulin est parti enquêter, pas très loin d'ici, à Bruxelles, enquête sur l'influence du lobby de l'automobile dans le travail des eurodéputés. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant entre les recommandations des lobbyistes et le texte final voté par les eurodéputés. C'est parfois du copier-coller. Regardez le reportage de François Goulin. Bruxelles. Derrière les fenêtres de la capitale belge s'agite un monde méconnu, celui des lobbyistes. Ils sont entre 15 et 30 000 personnes à travailler ici pour tenter de faire pression sur les décisions des institutions européennes. Olivier Audeman fait visiter aux citoyens ces lieux d'influence.
Son ONG a même publié un guide touristique, Lobby Planet, et sa spécialité à lui, c'est le monde de l'automobile. Voici l'immeuble Berlaymont, le siège de la Commission européenne. C'est là où les 28 commissaires travaillent tous les jours. Et ici, au numéro 25, c'est le quartier général des lobbyistes de Volkswagen à Bruxelles. L'entreprise a déclaré faire travailler plus de 40 lobbyistes et ils dépensent plus de 3 millions d'euros par an en lobbying pour influencer les décisions européennes. Volkswagen, Mercedes, Renault, PSA, les constructeurs ont chacun des bureaux discrets où s'affaire leur équipe de lobbyistes. Et le travail commence d'abord à l'extérieur du Parlement. Ici, vous voyez le Parlement européen et juste en face, il y a ce petit château qui appartient à la région de Bavière. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup d'événements organisés par l'industrie automobile. Les députés et leurs assistants, des diplomates, des membres de la commission, tous sont invités et se retrouvent ici pour des réceptions. Réception et parfois même cadeau pour les députés européens. Dominique Riquet connaît par cœur ces méthodes. Le vice-président de la Commission des Transports reçoit chaque semaine des dizaines de sollicitations. Aujourd'hui, c'est un aller-retour pour Abu Dhabi, tout frais payé, offert par une compagnie aérienne. Être pris en charge pour un voyage comme ça, comme conférencier, c'est un peu compliqué. Là, c'est quand même un avantage important que de se faire trimballer en première classe en avion, etc. Donc c'est non. Voilà. Des méthodes parfois douteuses, mais pour Dominique Riquet, la présence des lobbyistes est nécessaire au travail des députés. Nous, on a besoin aussi d'avoir des contacts avec des représentants de toutes les organisations de la société, puisqu'on nous reproche souvent d'être hors sol, comme les tomates. Et donc, c'est important qu'on ait des points de vue différents, à la condition que vous sachiez que le point de vue exprimé, c'est un point de vue spécifique, que ce n'est pas la vérité révélée, qu'on défend une opinion, qu'on défend des intérêts. Ça, il faut le savoir. Simple information ou moyen de pression, la frontière est souvent ténue. Au Parlement ce jour-là, un séminaire bat son plein. À la tribune, des élus de droite et des lobbyistes, côte à côte, qui dissertent sur les bienfaits de la route. Lutter contre les énergies carbone sur la route sans penser au contexte économique est une mauvaise idée qui pourrait détruire ce secteur fragile. Sur l'écran, des images apocalyptiques d'une Europe sans transport routier, des magasins et des pompes à essence vides. La réunion terminée, chacun échange sa carte de visite et vient siroter une coupe de champagne. Pour les lobbyistes, rien d'extraordinaire. Nous sommes toujours invités, donc si on nous invite à prendre la parole, bien évidemment nous prenons la parole, mais c'est vraiment aux députés donc, de faire ce qu'il veut avec l'information. Une simple mise en bouche, donc. Pour le plat principal, il faut aller en commission des transports. Là, se décident les normes anti-pollution pour les véhicules essence et diesel. Aujourd'hui, la rapporteure écologiste Karima Delli présente son texte sur la mobilité durable et demande une taxation plus forte sur le diesel. Les députés de droite et d'extrême droite, majoritaires, se lèvent et refusent de voter. Au fond de la salle, les lobbyistes se frottent les mains. Plus que simples spectateurs, ils connaissent par cœur le texte de Karima Delli. Ils ont même envoyé par mail leurs suggestions d'amendement à tous les députés. Donc vous voyez bien, Karima Delli rapporteur, et ils vont proposer ces amendements à l'ensemble des députés. À gauche, le texte de départ, celui de la rapporteure. Il propose de réduire la vitesse en ville à 30 km/h. À droite, l'amendement conseillé par les lobbyistes. La limite de vitesse a tout simplement disparu. Et l'amendement des lobbyistes sera voté tel quel par les députés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils orientent même des choix d'amendements. Ça veut dire qu'ils orientent la loi. Et ce qui est très grave parce que le but du législateur, c'est de défendre l'intérêt général et sûrement pas leurs intérêts privés. Les constructeurs automobiles ont dépensé l'année dernière 18 millions d'euros pour faire pression sur les institutions bruxelloises. Et leurs investissements ont payé. Le diesel est toujours moins taxé que l'essence partout en Europe.
Le scandale Volkswagen pourrait cependant faire bouger les lignes. L'Union européenne devrait rendre obligatoire en 2016 les contrôles anti-pollution sur route et non plus en laboratoire. Sans conteste, un échec pour les lobbies. Voilà pour le reportage de François Goulin. Question toute simple, Claude Turmes, vous en rencontrez des lobbyistes? Vous avez reçu des cadeaux? Bon, moi, le Parlement a des règles sur les cadeaux, donc on n'a plus le droit de recevoir des cadeaux qui sont au-delà de 150 €, donc qui sont plutôt des cadeaux type chocolat ou peut-être une bouteille de vin. Moi, mon expérience, et je suis là depuis 15 ans, là où le lobbyisme est le plus virulent, c'est pas à Bruxelles, c'est à Berlin, c'est à Paris, c'est à Londres. C'est souvent les gouvernements qui sont l'entrée et qui sont beaucoup plus proches de gens comme Volkswagen que les parlements européens. Et donc, ce que je demande en tant que quelqu'un qui était à l'ouvrage pour avoir un registre des lobbyistes à Bruxelles, il faut des registres de lobby à Paris, à Berlin, à Londres, dans toutes les capitales. Parce que sinon, les citoyens ne vont jamais comprendre que l'Europe, c'est aussi les failles pour le lobby dans les capitales. Cette directive des lobbies, est-ce que c'est antidémocratique, comme l'a dit dans le reportage Karima Deli, ou alors c'est le jeu, comme dit Dominique Riquet, c'est une contribution, il faut juste être prudent? Oui, mais je pense que c'est une contribution, il faut être prudent, il faut savoir qui parle, voilà, il faut identifier. Et c'est vrai qu'on a besoin, les députés, ils ne sont pas hors sol, hein, ils ont besoin de savoir ce que pensent les ONG, ce que pensent les associations de consommateurs et ce que pensent les industriels. C'est absolument nécessaire, sinon on va avoir il faudrait les mettre dans une espèce de bulle pendant 5 ans et ils feraient la loi, ils seraient le bien dans tous les domaines. Je suis désolé, un député ne connaît pas forcément les contraintes qui pèsent sur le secteur aérien, le secteur de la machine à laver et ainsi de suite. Il faut qu'ils soient au contact. Mais la question, c'est de la transparence. Mais moi, je reviens sur la question soulevée par Claude, et je crois que ça, c'est fondamental. Vous savez, en France, on est là, on fantasme, ouais, les lobbies à Bruxelles, c'est l'horreur, etc. Parce que à Paris, EDF, Total, Areva, sont nulle part. Hein, voilà, les principales lobbies à Bruxelles, ce ne sont pas les entreprises, ce sont les États. Je veux dire que la France, quand elle parle au nom de Renault, elle parle au nom d'EDF, elle parle au nom d'Areva, et ils défendent bec et ongle, et l'Allemagne, ça aussi l'Europe, Jean Quatremer, oui, pas dans une Europe fédérale. Attendez, c'est que le principal, par exemple, Helmut Kohl de son temps, qui défendait par exemple la Golden Share du Land de Saxe dans Volkswagen, il appelait les commissaires en leur hurlant dessus, vous ne touchez pas à cette Golden Share, le Land de Saxe doit garder le contrôle de Volkswagen, etc. etc. Donc c'est permanent. Et dans les États, écoutez, aux dernières nouvelles, dans les lobbies. Je veux dire, en France, on a quand même réussi à faire des centrales nucléaires partout, sans aucun débat démocratique, sans vote du Parlement. Hein, quel lobby a frappé derrière? Le lobby des pharmaceutiques, le Mediator, c'est arrivé au niveau européen ou c'est arrivé en France? Les lobbies sont surpuissants. Donc pour résumer, dans nos si je comprends bien, les lobbies, c'est pas forcément au Parlement européen ou à la Commission européenne, c'est surtout non, mais c'est aussi à Bruxelles. Non, mais les lobbies sont partout là où les décisions tombent. Et donc, les décisions européennes se décident entre la Commission européenne, le Parlement européen, mais aussi les États membres. Et donc, il faut beaucoup plus de lumière sur ce que les lobbies font au niveau national. Et d'ailleurs, Volkswagen, le vrai problème de Volkswagen, c'est qu'en Allemagne, c'est un empire qui finance des musées, des fondations, des orchestres, etc. Des partis politiques, on va le dire, des partis politiques. Non, et qui sont très proches des syndicats. Donc, il faut vraiment, il faut arrêter cette trop grande influence de certains secteurs économiques sur les décisions politiques. Et l'exemple de Volkswagen, ça doit être, en fait, aujourd'hui, on doit être exemplaire pour montrer où ont été les failles du système. Et il faut que... Il y a une pétition qui circule. Oui, en fait, on essaye en tant que Verts d'instaurer une commission d'enquête au Parlement, surtout aussi pour voir où ont été les failles dans le gouvernement allemand et dans la Commission européenne sur la fraude de Volkswagen. C'est vraiment très gênant pour nous, c'est que l'affaire Volkswagen a été révélée par les Américains. C'est-à-dire que c'est incroyable, alors qu'on a quand même des systèmes de contrôle nationaux, des systèmes de contrôle européens, il faut que ce soit les Américains qui viennent nous dire « Regardez, vos entreprises ont fraudé ». Ça devrait poser question à tout le monde. Et là, de ce point de vue-là, j'espère que le Parlement va faire une commission d'enquête. C'est qu'aux États-Unis, il y a 500 000 voitures diesel. En Europe, il y en a des millions et des millions. Et donc, derrière, c'est clair, il y a le poids
du lobby qui veut défendre le diesel. Ils l'ont fait depuis 35 ans. Il faut arrêter cela. Il faut mettre la priorité sur la santé publique, l'air, le climat. Il faut arrêter cette surpuissance des lobbies automobiles. Le message est passé. L'actualité, c'est aussi l'Europe qui cherche la parade face à la crise des migrants. Et la Turquie revient donc en grâce. C'est elle qui détient en partie les clés. Ankara obtient une relance du processus d'adhésion à l'Union en échange d'un meilleur contrôle des candidats au départ. C'est le résultat d'un sommet Union européenne-Turquie. On regarde et on réagit juste après. Accolade chaleureuse, Ahmet Davutoglu et Donald Tusk, le président du Conseil européen. Même geste d'affection avec le patron de la Commission européenne. Le Premier ministre turc boit du petit lait. Au milieu des chefs d'État européens, le chef du gouvernement turc savoure une victoire et pour cause, Ankara décroche le jackpot. C'est un jour historique, une rencontre historique. Après 11 ans, c'est la première fois que l'Union européenne et la Turquie ont un sommet de cette envergure. Cet accord, c'est quoi? D'abord, l'Europe s'engage à relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, à faciliter l'accès aux visas européens pour les ressortissants turcs et débloque 3 milliards d'euros d'aide financière. En contrepartie, Ankara s'engage à faire plus pour retenir les migrants sur son territoire. La Turquie a un rôle crucial, elle accueille plus de 2 millions de réfugiés syriens. Engagement à lutter contre les réseaux de passeurs et aussi à améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés sur son sol. Un accord qualifié à Bruxelles de gagnant-gagnant. Il est légitime, dès lors que la Turquie fait un effort pour accueillir des réfugiés, ceux-là même qui ne viendront pas en Europe, pour aussi protéger la frontière turque, mais également fermer la frontière entre la Turquie et la Syrie, il est légitime que la Turquie reçoive une aide de l'Europe pour l'accueil de ces réfugiés. Un accord qui fait l'impasse sur les droits de l'homme. La Turquie est pointée du doigt pour ses atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Voilà. J'ai envie de vous poser cette question, parce que ce n'est pas, messieurs, un marché de dupes. On vous donne de l'argent, mais gardez ces migrants qu'on ne saurait voir. C'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. C'est qu'en réalité, on voit les Européens terrifiés par l'arrivée de quelques centaines de milliers de migrants. Il faut quand même savoir que la Turquie accueille sur son sol 2,3 millions de réfugiés syriens. Le Liban, c'est un quart de sa population. La Jordanie, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude au lieu d'assumer nos obligations? Parce qu'après tout, le droit d'asile, qui l'a inventé? Ce sont les Européens, après la Seconde Guerre mondiale, qui avons inventé la Convention de Genève. Qu'est-ce qu'on fait? On sous-traite le problème à la Turquie en disant bah, écoutez, gardez-les et on va vous donner de l'argent. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on arrivera à régler durablement la crise des réfugiés, d'autant plus que tous ces mouvements sont dus à des crises, des guerres civiles, des crises diplomatiques, et qu'il faudrait plutôt s'investir pour les régler. Et dernier élément, et je ne suis pas sûr que c'est en allant bombarder la Syrie comme on le fait aujourd'hui, comme on a bombardé la Libye hier, qu'on va régler la question. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impensé diplomatique, d'impensé sécuritaire, d'impensé sur le droit d'asile, sur nos valeurs. On se rue en avant sans réfléchir aux conséquences vous êtes assez dur avec François Hollande, vous préparez un papier sur la dérive sécuritaire du chef de l'État. Mais moi, je suis terrifié par ce qui se passe en France. C'est-à-dire que face aux attentats, vous avez eu la réponse d'un gouvernement de gauche, ça a été une dérive effectivement sécuritaire, c'est-à-dire l'état d'urgence. C'est un truc fou. L'état d'urgence, il y a aucun pays. Dans ce cas de figure, il y a aussi la crainte que des terroristes prennent le chemin des migrants. Mais c'était le but de Daesh, c'est qu'on trouve un de ses passeports, donc infiltrer un terroriste par une île grecque et montrer que finalement la plupart des réfugiés étaient peut-être des combattants de Daesh pour nous obliger à nous méfier de tous les réfugiés et en fait de créer une crispation identitaire et de créer du conflit à l'intérieur de l'Union européenne. C'est réussi. C'est-à-dire même s'il y en a 2 qui se sont infiltrés, il y en a 800 000 qui sont arrivés. 2 sur 800 000, il faut quand même un peu réfléchir et il faut arrêter de désigner des boucs émissaires comme nous sommes en train de le faire. Et je trouve qu'en France, la réponse qui a été faite par un gouvernement de gauche, à la fois de la sécurité, c'est-à-dire en clair, on donne tous les pouvoirs à la police et à l'exécutif, et on déclare la guerre à qui, j'ai toujours pas bien compris à qui on va faire la guerre, c'est pas une réponse, à mon sens, une bonne réponse à part d'un gouvernement de gauche. On va ajouter, à mon avis, la violence à la violence. Jean-Claude Turmes, la Turquie qui revient en grâce, l'adhésion à l'Union européenne relancée, c'est crédible?
Non, en fait, il faut quand même lire un peu le détail de l'accord. L'Europe a très peu lâché. L'argent... 3 milliards. Non, mais l'argent, les 3 milliards... oui, la Turquie utilise 8 milliards. Les 3 milliards réfugiés. sont liés à des projets concrets de construction d'écoles, vraiment de l'amélioration de l'accueil des réfugiés en Turquie. Et je crois que la chose positive de cet accord, que je ne vais pas édulcorer, c'est que ça ouvre quand même la voie à une politique de migration légale. Et en janvier, on va voir, et on espère voir quelque chose que les Verts ont demandé depuis 25 ans, c'est l'Europe doit avoir... Migration légale pour les Turcs. Non, pas pour les Turcs, aussi pour tout le monde qui veut venir vers l'Europe. Bien sûr, il faut un certain contrôle des frontières, mais contrôler les frontières sans avoir une voie légale d'immigration, ça c'est vraiment tuer les gens dans la Méditerranée. Et donc ce scandale-là, il faut arrêter. On ne les arrêtera pas. Je veux dire qu'aucun mur dans l'histoire, il faut que les gens... Le courage de nos hommes politiques, ça serait de dire qu'aucun mur jamais n'a empêché les gens d'entrer. Les murs, la plupart des murs, généralement, ils étaient construits pour empêcher les gens de sortir. Je rappelle quand même, c'est ça l'histoire du mur. Mais en tous les cas, on a construit des murs et ils se sont tous effondrés les uns après les autres. Donc c'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Mais quand on va maintenant vers un système de migration légale où on donne la possibilité de ne pas d'abord prendre le risque de traverser la Méditerranée, de vendre tout l'argent que j'ai à un passeur, je crois que ça c'est quand même... Donc, dans ce marchandage que je ne vais pas défendre, c'est la lueur d'espoir. L'autre chose sur laquelle je me désole, c'est que ce rapport très détaillé de la Commission européenne sur l'état en fait, ou le non-état de droit en Turquie au niveau des médias, en fait, ils l'ont retenu, ils ne l'ont pas mis au moment avant les élections. Et moi, je trouve que c'est quand même incroyable que cette Europe politique de voisinage, n'est plus pas vraiment un espoir pour les jeunes Turcs. La fille de ma femme vit avec un jeune Turc. Il vient d'écoper 1 an de prison potentielle parce qu'il était à Taksim. Ce gars-là, ensemble avec des centaines de milliers de jeunes Turcs, ils disent, après que Erdogan, après toutes les manipulations, qu'il a gagné les élections, ils disent « Qu'est-ce que je fais encore dans ce pays ?» Et donc, moi, mon appel aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce que nous faisons en tant que députés pour redonner un espoir à la jeunesse turque qui ne veulent pas d'un Poutine Erdogan, mais qui veulent d'un pays qui reconnaît les médias, les journalistes faire le travail, qui est un pays multiéthique où on arrête d'attaquer les Turcs. Je rappelle quand même, Claude, que très rapidement, en France, la Constitution oblige à un référendum si la Turquie adhère. Donc un référendum positif en France, c'est juste inimaginable. Donc en clair... Nous n'accepterons jamais qu'un pays musulman de 78 millions d'habitants rentre dans l'Europe. Sauf si mon pays devient d'un seul coup un grand pays ouvert, la patrie des droits de l'homme, etc. Ce qu'il semble avoir oublié ces temps-ci. Donc c'est pas demain la veille que les Français voteront en faveur de l'adhésion de la Turquie. Et ça, les Turcs le savent eux-mêmes. Claude Turmes, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Quatremer, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez complémentaires. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye.